C'est la seconde partie de l'émission Le Monde en 7. Nous continuons avec le Togo. Nos deux invités sont toujours là. L'honorable Vincent Ameganvi, député du Nouvel Engagement togolais, et Philippe Plagbé, juriste au Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme, CDFDH. Nous allons parler maintenant du groupe Tigre Révolution. Est-ce que ce groupe est-il complètement démantelé? En tout cas, la police a arrêté 18 personnes soupçonnées d'avoir participé le 23 novembre dernier à des agressions contre des gendarmes à Lomé et à Sokodé dans le centre du pays. Donc c'est ce qu'a indiqué le directeur de la police. Ces individus armés de machettes et de gourdins avaient attaqué des gendarmes à Agoué dans la banlieue nord de Lomé et à Sokodé. Ils en ont blessé 5, dont un a depuis succombé à ses blessures. Et donc l'enquête a permis de mettre la main sur les 18 personnes du groupe qui ont été présentées à la presse. On va regarder ensemble ce reportage de la présentation de ces individus. Ils sont au total 18 personnes, toutes de nationalité togolaise, présentées avec leur arsenal mardi à la presse, à la direction générale de la police nationale. Selon la police togolaise, ces personnes arrêtées font partie d'un groupe dénommé Tigre Révolution, qui est à l'origine de la tentative d'insurrection survenue le 23 novembre dernier. L'enquête nous a permis à ce jour et après perquisition d'interpeller 18. Ils sont soit dans le groupe Tigre Révolution ou non seulement ils sont dans ce groupe, mais ils sont intervenus le soir, cette nuit-là. Les membres du groupe sont estimés à près de 200 personnes, recrutées essentiellement via une plateforme WhatsApp. Ceci est en gros tout ce que nous avons pu prendre chez ceux-là qui se sont organisés à déstabiliser le Togo. Le 23 novembre, vers 2 heures de la nuit, on se retrouvait au niveau de Aduka Base, sous les hautes tensions, ayant dire qu'on va faire la révolution. Le groupe créé par le nommé Touré Madidou, alias Master Taiga, togolais résident en Belgique, prévoyait déstabiliser en 3 jours les institutions de la République par une situation insurrectionnelle. Coordonné au Togo par le nommé Awaki, les attaques du 23 novembre à Lomé et à Sokodé ont occasionné un mort, plusieurs blessés, des dégâts matériels ainsi que 4 fusils AK-47 qui sont toujours dans la nature. Voilà donc pour ces faits. Philippe Plagbé, alors s'il est dit par exemple que le groupe compte environ 200 personnes, 18 personnes ont été arrêtées et présentées, bon, on ne peut pas parler de démantèlement du groupe là. Oh, en réalité, moi je pense que d'abord permettez-moi de pouvoir présenter ma plus grande sympathie aux membres des forces de l'ordre et de sécurité qui ont été victimes de ces attaques. Je ne sais pas s'il y a eu des morts, mais il y a des rumeurs. Voilà. Il y a même des gens, je l'ai appris récemment, qui en ont été éclopés. Et donc, je pense que ce type de violence est à prohiber dans notre pays, le Togo. Et je pense en réalité que dans cette affaire, ce qu'en réalité il faut faire juste pour s'assurer que ce type d'initiative ne se reproduise plus, parce que c'est des faits graves qui nous sont présentés. C'est une enquête poussée à la fois de notre justice et à la fois des forces de l'ordre et de sécurité. Que cette fois, parce qu'il y a eu des précédents sur lesquels nous reviendrons dans cette émission si vous le permettez, il y a eu des fois où on a eu l'impression que les institutions qui devaient faire leur travail n'ont pas été assez claires par rapport aux événements, aux circonstances. Et je pense que sur cette question de la tentative d'insurrection, entre guillemets, on a toujours l'impression qu'il y a des flous. Comme vous êtes en train de le dire, c'est un groupe WhatsApp de 200 personnes. Est-ce que pour procéder de la sorte, c'est un groupe WhatsApp que l'on choisit pour les mots d'ordre, sachant que c'est facilement infiltrable? Ces 18 personnes, au-delà de la personne qui vient d'avouer tout à l'heure dans la vidéo, quelles ont été les responsabilités? Quelle est la suite du projet? Et donc, c'est vraiment là où
moi, je pense que j'attends les institutions pour plus de clarification et plus de sérieux dans la méthode d'enquête. Et après, les résultats, dès qu'ils seront présentés, pourront permettre de tirer toutes les conclusions qui se doivent. Oui, moi, j'irais peut-être dans le même sens d'abord que Philippe en présentant nos condoléances aux victimes dans cette affaire et prompt rétablissement aux blessés, parce que on a fait une visite, c'est atroce quand vous voyez les blessés, des gens qui ont de graves blessures, des blessures avec la machette et tout. C'est pas beau à voir, on a de la peine quand on voit ces genres de choses dans notre pays qui normalement doit être un pays de paix où on n'est pas nombreux, on doit avoir un sentiment de solidarité face à toutes ces choses-là quand on est devant cette situation. D'abord, on fait notre mea culpa, on présente nos condoléances et prompt rétablissement aux forces de l'ordre et aux autres blessés. Maintenant, revenons à l'affaire, attaquer à votre question, c'est est-ce que le groupe a été démantelé? Maintenant, il faut d'abord... aujourd'hui, dans l'opinion, il y a deux clans. Il y a des gens qui disent que c'est une histoire inventée de toutes pièces, c'est un montage, et il y a des gens qui pensent réellement qu'il y a quelque chose. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Il y a eu quelque chose. On a vu la vidéo tout à l'heure, un parmi les personnes arrêtées a avoué ce qui s'est passé, comment ils se sont organisés et tout. Et au-delà même de ça, il y a des blessés aujourd'hui qui sont à l'hôpital. Il y a même eu un mort. Donc je pense qu'il y a eu quelque chose. Le groupe a été démantelé, je ne crois pas. Parce que selon les informations que nous avons, il y a des gens même qui sont à l'extérieur du pays qui ont commandité des choses dans le pays. Des gens qui, selon les informations que nous avons, il y a des gens à l'étranger, des gens de la diaspora qui ont poussé des jeunes ici à aller sur ce chemin-là, à faire des choses qui ne sont pas du tout bien. Et il faut d'abord, pour démanteler le réseau, il faut d'abord voir la tête. Il faut d'abord arrêter. Aujourd'hui, on peut dire que ce qu'on a arrêté, c'est des sous-fifs, c'est pas réellement les exécutants, c'est pas les commanditaires. Donc s'il y a les commanditaires, il faut aller les chercher, il faut les trouver avant de pouvoir démanteler le réseau. Alors Philippe Plagbé, est-ce qu'il y a sur cette affaire, est-ce qu'il y a des doutes raisonnables, et si oui, à quel niveau? Oui, en réalité, il y a dans notre pays malheureusement des précédents. C'est-à-dire que je n'hésiterai pas à citer, vous savez, que ce soit par exemple dans les affaires d'incendie des grands marchés de Lomé, de Kara, sur la base justement d'un aveu, très cher Vincent, après un aveu d'une personne qui s'est rétractée, on a enfermé un certain nombre de personnes. Et malheureusement, comme je le disais en début pour mes propos, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune enquête sérieuse à ce jour qui a été menée pour nous dire, franchement, cette affaire a permis de situer un tel nombre de responsabilités. Et après, il y a eu une grâce qui a permis en fait de libérer les gens et de les délier d'un certain nombre d'obligations judiciaires qui étaient associées à leur peine. Il y a toutes ces affaires. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, il y a des doutes qui sont fondés de se dire on ne peut pas simplement présenter à la télévision des personnes qui auraient attaqué nos forces de l'ordre et de sécurité qui sont très respectables avec des machettes et des amulettes, qui les auraient vaincus, c'est-à-dire que c'est des outils que Vincent a chez lui à la maison. S'il te plaît, faut pas me chercher des problèmes. On a envoyé une machette. Oui, mais moi je vis dans la machette. Oui, mais mon frère, doucement. Je parle pas d'amulettes. Je ne savais pas Vincent aussi sensible. Oui, mon frère. C'est des outils. Quand je dis c'est des outils, c'est des machettes. Je ne parle pas de les amulettes. Non, je comprends, je te taquine. On a peut-être une machette, mais pas un gourdin. Et pas un gourdin, voilà. Il faut franchement faire la part des choses, mais c'est des outils et on ne peut pas s'arrêter là. Et malheureusement, dans ces différents précédents dont j'ai cité un exemple tout à l'heure, la justice n'a pas été capable de faire la lumière sur les auteurs, sur les réelles victimes, et la justice n'a pas été capable d'aller au bout pour nous dire clairement qui est-ce qu'on doit punir, qui est-ce qu'on doit indemniser ou qui doit faire l'objet ou être le sujet d'une réparation. Et moi,
c'est cet état de choses que je déplore et ce qui m'amène moi-même personnellement à ne pas me prononcer tout de suite sur le sujet, parce qu'en réalité, si on le fait, on risquerait d'arriver à une étape où on va se dire on a parlé trop vite. Et donc, je préfère dire que la justice fasse son travail. Et moi, je vais peut-être aller plus loin. Je ne sais pas quelles sont les limites ou le cadre dans lequel je vais m'exprimer. C'est qu'il y a une telle célérité de nos forces de l'ordre et de sécurité à procéder à l'arrestation de ces personnes que je m'interroge alors sur le fait de savoir pourquoi il n'y a pas eu la même célérité sur les autres affaires où on a beaucoup crié, où on a beaucoup demandé qu'il y ait une telle intervention. Je parle des groupes d'autodéfense qu'il y a eu dans les manifestations à partir de 2017 et même bien avant, lors de la crise électorale que le pays a connue en 2005. Je parle en réalité d'un certain nombre d'affaires où malheureusement la justice n'a pas été capable jusqu'alors de faire la lumière. Même dans le processus de justice traditionnelle, les auteurs sont connus par certains, mais ne sont pas publiquement. Pour moi, tant que ce type d'affaires qui constituent des précédents, des antécédents, n'auront pas été clarifiés, à chaque fois qu'on viendra nous présenter des affaires comme ça, il y aura un flou qui va entretenir des doutes qui seront fondés. Alors Vincent, vous comprenez ces doutes-là aujourd'hui que beaucoup de personnes nourrissent sur cette affaire? Oui, on peut comprendre. On peut comprendre, on peut essayer de comprendre parce que il a dit tout à l'heure, il y a eu des antécédents. Il y a eu des antécédents, l'affaire des incendies. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas nous dire on ne peut pas nous dire clairement qui a fait quoi. On sait, on a arrêté des gens, l'affaire a ressurgi la dernière fois avec le monsieur Mohamed Loul qui est allé vers le prélat pour dire encore un certain nombre de choses. C'est toutes ces choses-là qui font que les gens doutent de cette situation. Maintenant, il faut dire aussi qu'à la conférence de presse des ministres, où ils présentaient la situation dès le lendemain de l'attaque, ou bien le jour même de l'attaque, il y a des réponses qu'ils n'ont pas pu donner, parce que la chose vient de se passer. Il y a des interrogations que les gens ont gardé. C'est vrai que les ministres ne peuvent pas tout dire sur la place publique. Il y a des choses, c'est quand vous les approchez que vous aurez ces réponses. Sinon, on ne peut pas tout dévoiler. Même présenter des gens à la télé sans cacher leur visage, des gens qui ne sont pas encore présumés. Voilà, sans présenter des gens alors que la justice n'a pas encore fait son affaire, la justice n'a pas encore tranché, on n'a pas encore déclaré les gens coupables. Et vous présentez les gens avec les visages, je pense que même ça, c'est pour ça, c'est ce qui fait que les gens disent monsieur, comment il s'appelle, le coach, monsieur Abraham Samé, il fait quoi dedans, monsieur Tel, il fait quoi dedans, monsieur. Les gens connaissent déjà l'identité de ces personnes-là. Ça aussi, je pense que c'est des choses à revoir. C'est tout ça qui fonde le doute. Moi, je pense sérieusement que seul un procès peut nous éclairer sur qui a fait quoi, qui est quoi. Au jour d'aujourd'hui, la police, elle fait son travail. La police, ils ont fait des investigations, ils ont présenté les résultats de l'investigation. Voilà ce que ça donne. Le ministre de la Sécurité avait dit, on connaît ces personnes. Moi, c'est ce qui me chagrine un peu. Vous connaissez ces personnes, pourquoi vous ne les arrêtez pas? Quoi qu'on puisse dire que oui, c'est des présumés, ils ne sont pas encore passés à l'acte, mais on n'attend pas que les personnes passent à l'acte avant de les interpeller. Mais le seul fait même d'interpeller ces gens-là peut dissuader les autres. Vous les interpellez, vous dites, mais on a appris que vous êtes en train de préparer telle chose, voilà les preuves contre vous, mais vous les entendez, vous les écoutez. Sinon, rien à voir, vous les relâchez. Mais laissez les choses se produire, après, commencer par arrêter tout le monde et présenter les choses à la télé. C'est ça c'est toutes ces choses-là qui... Mais au-delà, moi, sincèrement, je peux être naïf sur ce sujet, mais je suis convaincu qu'il y a eu quelque chose avec tout ce qu'on a écouté, avec les audios, avec les vidéos qui ont circulé, comment les choses se sont... Il y a même des vidéos qui ont circulé, quelqu'un de l'autre côté qui donnait les détails de ce qui allait se passer le jour-là. C'est pour ça que je dis je peux être naïf dans ce sens, mais au-delà de tout, il y a eu quelque chose. Dans l'affaire des incendies, comme mon ami Philippe l'a dit tout à l'heure, on peut noter deux choses. Moi, je peux noter deux choses. D'abord, il n'y a pas eu de victimes directes. C'est un dégât matériel. Ici, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des gens, il y a même eu des morts.
c'est vrai qu'au-delà du dégât matériel, il y a eu d'autres choses. Hein. Les gens succombé, les gens ont fait des crises, des AVC. Mais directement sur le coup, il n'y a pas eu... C'est pas, je ne veux pas comparer les deux choses. Je ne veux pas aller sur ce terrain pour comparer les deux choses. Mais, en même temps, sur le coup de cette affaire de Tigre Révolution, il y en a qui s'interrogent et peut-être vous m'informerez si je fais pas, si c'est moi qui me trompe dans la question. Est-ce qu'il y a au niveau du Parlement une enquête parlementaire qui est diligentée? Une enquête parlementaire n'est pas encore diligentée, mais on a écouté le... Qu'est-ce que vous attendez? Oui, on a écouté le ministre la dernière fois. Bon, je ne sais pas si je... En commission? Oui, en commission. Oui. En commission, on est en train de... Il était venu en commission, mais au débat général, on l'a écouté, on lui a posé certaines questions qu'il a essayé de répondre. Je ne pense pas que c'est le lieu de dire certaines choses, mais c'est pour ça que je dis, au-delà, il faut que nous rentrons en contact direct avec les premières autorités pour comprendre réellement le fond des choses. Il y a des choses qui se disent quand on est en groupe, mais il y a des choses qui se disent quand vous contactez directement. Mais bon, c'est vrai, hein, vous avez raison, peut-être au-delà, diligenter une enquête parlementaire pour voir au fond de la chose, de ce qui se passe. C'est une idée qu'on peut creuser. Philippe Plagué. Non, moi je pense en réalité que ce n'est pas une question de comparaison. Hein. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une atteinte à la société, à travailler une infraction, les autorités judiciaires doivent prendre leurs responsabilités pour rassurer justement les citoyens de leur sécurité et de leur capacité à les protéger. Donc c'est-à-dire que pour les affaires d'incendie, pour les affaires Pachako accusés, pour les affaires des morts lors des manifestations, jusqu'alors, est-ce que nous sommes d'accord sur le fait que nos institutions n'ont pas diligenté d'enquête, qu'elles soient policières? Oui, mais l'affaire Pacha, je pense qu'il y a eu un procès. Il y a eu un procès. On a situé les responsabilités des uns des autres. Et c'est là où en fait je vais en venir, parce qu'en 2009, quand il y a eu l'arrestation, ça a conduit en fait à un procès où malheureusement il y a plusieurs personnes qui se sont déclarées innocentes mais qui n'ont pas été écoutées. En 2012, la CNDH sort un rapport où la CNDH déclare que beaucoup ont été victimes d'actes de torture et de mauvais traitements. L'affaire a été portée devant la CEDEAO qui a sorti une décision qui a encore fait l'objet de débats. Mais nous retenons une chose essentielle, c'est que oui, les actes dont on a parlé étaient avérés. C'est-à-dire que ces actes-là ont même conduit l'État togolais d'une certaine façon, déguisée, à relâcher un certain nombre de personnes qui aujourd'hui ne veulent plus entendre parler de l'histoire du Togo. Même chose pour les actes. C'est-à-dire que quand vous prenez d'autres cas, et moi je vais aller plus loin, je vais mettre les pieds dans le plat puisque vous m'y poussez, c'est-à-dire que vous prenez les responsables du PNP, les trois responsables après monsieur Tipi Atadam. Il y en a un qui était maintenu au SCRIC pendant, ça n'a pas duré 6 mois, mais pendant 3 à 4 mois, puis on le relâche. C'est l'autre là, c'est le secrétaire. Au lendemain de l'examen du comité contre la torture, on le relâche. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Quelles étaient ses responsabilités? À ce jour, on ne sait pas. Il y en a 2 qui ont été arrêtés pour être impliqués dans la manifestation du trait. C'est-à-dire que c'est ce flou, malheureusement, qui nourrit les doutes. Par rapport, et puis on a l'impression qu'il y a une justice, je viens de le dire, à double vitesse, ou qui est sélective, quand en réalité ça n'arrange pas le pouvoir politique. Le procureur, il ne prend pas rapidement ses responsabilités. Mais quand on a l'impression qu'on invoque, maintenant c'est un argument passe partout, celui de la sécurité nationale, on est capable d'aller dans les maisons pour fouiller, de sortir un certain nombre d'instruments et comme vous le dites, de nous présenter à visage découvert un certain nombre de suspects. En tant que citoyen, et M. Nami l'a dit, moi je n'ai pas son autorité sur ce plateau, il faut à un moment donné qu'il y ait une commission parlementaire qui se mette en place et qui diligente une enquête sur tous ces cas, y compris celui que nous sommes en train de vivre actuellement, pour rassurer les populations, parce que, monsieur le député, vous avez un mandat de garant des libertés fondamentales et de protection des droits de l'homme. Et franchement, nous attendons notre Parlement sur le sujet. Je vais rebondir peut-être juste un... Oui, c'est vrai, j'ai dit tout à l'heure que c'est vrai, le Parlement peut faire, peut diligenter une enquête parlementaire, c'est vrai, mais... Écouter les autorités publiquement. Mais la société civile aussi peut faire ce genre cette démarche-là. Vous savez, nous, on nous étiquette politique. La société civile, elle a plus de liberté. La société civile a des libertés même que vous n'osez même pas imaginer. Alors que non, un peu plus sérieusement, nous on a l'autorité de le faire, mais avec notre étiquette politique, les gens n'osent pas tout nous dire.
des gens, il y a beaucoup de bords politiques aujourd'hui à l'Assemblée, mais quand les intérêts sont en jeu, vous n'avez pas d'entente. Mais alors que la société civile n'a pas ce clivage-là, n'a pas cette barrière-là, peut aller jusqu'au fond des choses. Mais bon, ça n'empêche pas, je ne dédouane pas. Je ne veux pas nourrir le débat. Mais je vais vous rassurer sur quelque chose. Sur les affaires qu'on a citées, nous, on a dû faire quelque chose, vous vous en doutez, sinon... Oui, mais ça parce que quand le rapport de 2012 de la CNDH... Ça s'arrête au rapport, c'est ça? Malheureusement, non, en fait, on n'a pas de pouvoir plus grand que ça. C'est-à-dire que, excusez-moi, j'espère employer les termes qu'il faut, la société civile n'a pas un pouvoir politique qui est consacré par la Constitution de 92. Oui. Vous êtes au Parlement, oui. Une institution qui est consacrée par la Constitution, qui a un mandat, je vais le répéter, de garant des libertés fondamentales et de protection des droits de l'homme. Et puis vous n'imaginez pas tout le pouvoir que vous avez. Excusez-moi, parce que aux USA, il y a des parlementaires américains qui ont été capables de lancer une procédure. Je ne dis pas de faire la même chose, mais je donne un exemple. Toute destitution du président sur des faits qui en principe ne sont pas constitutifs d'infractions qui pouvaient amener à cette destitution. Ils ont simplement dit on a un président américain qui est fantaisiste, qui prend des décisions à la volée. Et actuellement, Donald Trump est en train de remporter le combat parce qu'on se rend compte que leur action n'est pas fondée. En fait, je ne vous demande pas d'afficher en réalité votre position politique, mais en tant que parlementaire, il y a une chose, c'est le contrôle du Parlement. Ouais. On l'a appris en droit, mais j'ai oublié, franchement, j'ai oublié les... Mais c'est le contrôle du Parlement sur le gouvernement, le contrôle des questions posées. Ouais. Demandez quand même un certain nombre d'autorités, parce que vous représentez le peuple, parce que vous rentrez compte sur ce type d'affaires, sur votre capacité. De l'action du gouvernement. Oui, mais demandez aux autorités ce qui se passe. Ça, on le fait tous les jours. Ça, c'est pas encore le souci. Oui, c'est pas public, parce que en commission... Non. Le travail... Cas, par exemple, on aurait attendu l'interpellation publique du ministre de la Sécurité. Oui, c'est pour ça que je dis que pour le moment, l'affaire est en cours. On n'a pas encore tous les éléments. On peut l'interpeller. Ça, c'est pas... Justement, une question Oui, il faut actuellement, nous... le bombard de questions pour qu'il actuellement, on a 5 questions écrites aux ministres qui doivent venir, qui ne sont pas encore arrivées. Le ministre de la Sécurité même est dedans. On a déjà envoyé. Mais il y a des ministres qui vous narguent aussi. Non, pas nous narguent, mais il faut voir les agendas. Actuellement, ils doivent être à votre agenda. Il y a un contrôle citoyen de l'action. Qu'est-ce que je dis le Parlement, le contrôle de l'action du gouvernement. Oui. Alors, c'est un ministre sur lequel vous voulez entendre sur un dossier. Mais nous-mêmes, il ne va pas vous imposer son agenda. Vous, en envoyant la question, vous spécifiez une date, je pense bien. Non, c'est pas la pratique est tout autre. En fait, moi je pense que ce n'est pas une attaque contre le Parlement. Non, oui, c'est juste un débat. J'essaie de prouver quelque chose. Oui. C'est que dans notre pays, la redevabilité de l'action publique, si je n'exagère pas, elle est au point zéro. C'est-à-dire que sur plusieurs affaires, on va sortir de cas, sur plusieurs affaires, le droit à l'information, il y a l'expression du citoyen est systématiquement violée, que ce soit par les institutions qui représentent les citoyens ou que ce soit les institutions eux-mêmes. Comment un Parlement qui est plus légitime qu'un ministre, parce que on suppose que vous avez été élu par le peuple. Lui, il a été nommé. Il fait quelque chose. On ne demande pas à ce qu'on vienne tout à l'heure et qu'on le démette de ses fonctions. Vous n'en avez pas l'autorité. Mais il refuse de venir se faire écouter. Moi, je ne pense même pas en réalité que la faute est encore à votre crédit, parce que vous l'avez appelé au moins. Si malheureusement vous faites appel à un ministre ou à une autorité qui devrait se présenter et qu'elle ne vient pas, dites-le clairement. Que le peuple togolais le sache et comprenne que... Mais le ministre ne vous dit pas qu'il ne vient pas. Ah, il répond même pas. Non, il répond, il va venir. Mais en fait, ce qui oblige un ministre à se présenter, automatiquement, il y a un quota. Il y a un quota défini. Il faut un certain nombre de députés qui demandent au ministre de venir. Un cinquième. Il est obligé d'être là. Et ce quota n'est pas... On n'a pas ce quota. Donc ce qu'on fait, par contre... Vous ne parlez pas de l'opposition ou quoi? Bon, je parle de l'opposition. Parce que là, c'est pas les députés uniques qui... Non, je parle de nous. Je parle du nouvel engagement togolais, je parle du NET. On n'a que 3 députés du NET. Avec le PDP, on a 4 députés. Non, je parle de nous. Donc ce que je veux dire, c'est que nous, on n'a pas le nombre suffisant pour interpeller
le ministre il est obligé de venir. Ce qu'on fait par contre, c'est les questions écrites. Les questions écrites que vous envoyez et il doit vous répondre aussi par écrit. S'il n'arrive pas à vous répondre dans un délai, vous transformez ces questions écrites en questions orales et dans ce cas, il est obligé d'arriver. Donc c'est la pratique, c'est la procédure. Monsieur Tamé, président de groupe parlementaire, et vous n'atteignez toujours pas le SQM. Il ne faut pas nous attaquer ici. Non, je vous attaque on est 91 députés, le 5e ça fait. En même temps, peut-être Philippe Plagbé ne va pas aussi dédouaner la société civile. Vous avez aussi un rôle, c'est-à-dire dans ce genre d'affaires, peut-être d'approcher les autorités, directement le ministre concerné. En tant qu'organisation de la société civile, vous voulez l'écouter, vous voulez entendre sa version des faits. Est-ce que des démarches pareilles ont été menées? Non, pas auprès du ministre de la Sécurité. Ça, il faut le reconnaître. C'est lui qui est directement concerné. Non, en réalité, moi, en fait, je vous prends au mot. C'est-à-dire que je n'ai aucun problème à approcher un ministre tant qu'il est ouvert et qu'il accepte de discuter avec nous. Nous, pas tenté, en tout cas, l'école à laquelle j'appartiens et qui est celle du CDFDH, c'est l'école qui consiste à déclarer que les autorités ne sont pas nos ennemis. Deux, ce n'est pas nous qui produisons le changement. Nous pouvons susciter un certain nombre d'éveils de conscience de la part de l'autorité pour que celle-ci prenne des mesures. Donc on n'a aucun intérêt à dire Vincent, parce qu'il ne fait pas ça et qu'il est député, c'est bon, c'est un ennemi juré, on ne va pas lui parler. Non. Il y a toujours la présomption de bonne foi, jusqu'à ce que cette présomption ne soit levée. Donc moi je pense qu'on n'est pas allé jusqu'à approcher le ministre, justement parce qu'il y a trop de flou dans cette affaire. Et mais c'est quand vous l'approchez que vous enlevez les flous. Mais écoutez, je vais le faire, c'est-à-dire que Vincent et Samuel, moi je prends l'engagement en fait de contacter directement l'autorité. Mais très malheureusement, il y a un certain nombre de collègues de la société civile, quand ils vous voient être trop près de bâtiments, c'était le voilà aussi, voici le problème. Le problème que nous avons, mais sur ce sujet, je pense, je vais pouvoir dire qu'aujourd'hui, le gouvernement, les ministres sont un peu plus accessibles. Bon, à mon avis, à chaque fois que au besoin au Parlement, quand on les interpelle et qu'il y a de la matière, ils viennent toujours. Moi, j'ai vu plus de ministres défiler au Parlement que 10 ans déjà. Ils sont bon, à chaque fois qu'il y a de la matière et qu'on les appelle, ils font l'effort d'être là quand même. Vous savez, au comité contre la torture en juillet, il y a eu une très belle recommandation qui a été faite au Togo. On a dit, puisqu'on est en train de tirer sur la justice, mettez en place une commission mixte pour diligenter un certain nombre d'enquêtes sur les cas de torture et des cas, bien sûr, qui sont assimilés, c'est-à-dire atteinte au droit à la vie et compagnie. Je pense que c'est l'occasion d'insister sur cette recommandation. Mais parce qu'il y a beaucoup de commissions déjà dans ce pays. On a beaucoup de... Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Vous parlez de quelques... Vous parlez vraiment de commissions mixtes où la société civile a sa place, où les parlementaires ont leur place, où les ministres... Et en fait, où ils ont l'autorité de diligenter des enquêtes. Si vous parlez de la commission... Si vous parlez de la CVJR qui a rendu un document qui a fini son mandat, ou du HCRUN... Non, mais moi, je pense qu'en réalité, avec tout le respect que je dois aux institutions de notre pays, il n'y en a pas. Et malheureusement, tant qu'il n'y en aura pas, et moi j'aimerais dire, heureusement je retrouve le fil de mon propos, comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Parce que le peuple togolais, c'est un peuple de paix. C'est-à-dire, contrairement au Burkina et aux pays frontaliers, compagnie du Sahel, où il y a vraiment beaucoup de remue-ménage et beaucoup d'actes de violence, comment on en est arrivé à ce que certains individus aillent jusqu'à attaquer les forces de l'ordre et de sécurité? Nous avons remarqué depuis 2017 et on a interpellé n'importe quelle autorité sur la question. C'est-à-dire, nous leur avons dit que les restrictions systématiques des libertés fondamentales conduisent les citoyens à adopter des voies illégales. Et on a toujours insisté sur le fait que ce n'est pas parce qu'on est du côté d'un parti politique ou non. C'est parce qu'on a vu un certain nombre d'expériences dans d'autres pays. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça a commencé. Et c'est là où ça nous a conduit. Donc récemment, est-ce que vous savez, on va en discuter tout à l'heure, il y a un désintérêt total des citoyens des affaires publiques, mais ce désintérêt cache autre chose. Ce n'est pas de la résignation. C'est des tensions latentes. Vous allez dans des localités comme Palimé, nous on est allé faire notre monitoring. Il y a des factions citoyennes de jeunes qui n'attendent que de découdre lorsque la période le leur permettra. Je ne dis pas qu'ils sont aussi dans une logique d'insurrection, mais c'est grave qu'on en arrive à cette étape
où les citoyens, parce qu'ils voient qu'on ne veut pas les laisser s'exprimer, parce qu'on est allé modifier, et là encore, je vous fais un clin d'œil, une loi sur la liberté de manifestation, une loi en réalité qui était acclamée au niveau international, et qu'on a modifié sans avertir l'opinion publique. Parce qu'en réalité, récemment encore, monsieur le ministre de l'administration territoriale sort une note pour dire les manifestations seront prochainement interdites. Si vous n'avez pas de récépissé, vous savez ce qui est grave dans l'affaire Samuel, et je sais, ce qui est grave dans cette affaire, c'est qu'on nous dit que vous devez avoir un récépissé pour manifester prochainement. Vous savez ce qui est grave, c'est que la loi sur la liberté de manifestation, même modifiée par le Parlement, ne fait pas cas de ce récépissé. Secondo, pour obtenir un récépissé dans ce pays, il y a la bannière. Et c'est grave. Et malheureusement, c'est un peu une logique de deux pas, deux mesures, parce qu'il y a des organisations qui l'ont extrêmement facilement, il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Et quand vous appelez le ministre, quand vous appelez, excusez-moi, le responsable en charge de cette procédure, il vous dit c'est laissé à la discrétion du ministre. Si le ministre reproche à une organisation de ne pas avoir de récépissé et que pourtant c'est à sa discrétion de lui octroyer, en réalité qu'il lui donne. Et c'est juste pour vous dire qu'il y a un certain nombre de restrictions. Et je terminerai avec quelque chose. Le cas de M. Abrao Samer, il est flou. Je suis d'accord avec vous. Et je suis prêt à ne pas tenir de débat sur la question. C'est un cas où prendre un parti pris actuellement serait une erreur. Mais c'est un cas où je pense que ce monsieur-là, c'est justement pour des gens comme lui, dans ce groupe-là, qu'il faut que les enquêtes aillent au bout. Il ne faut pas qu'on se rende compte 5 ou 10 ans après, comme ça a été, non pas pour Mohamed Glou, mais pour les autres qui ont été pris dans cette affaire, qu'il était innocent. Il ne faut pas qu'on se rende compte en réalité qu'il a fait les mauvais choix et que les mauvais choix l'ont associé aux mauvaises personnes. Parce que malheureusement, un seul citoyen en prison, alors qu'il est innocent, c'est toute la responsabilité de la nation qui est engagée. Et vous, en tant que représentant, M. Vincent Améganvi. En tout cas, moi, pour les... Merci beaucoup. Mais non, je pense que, bon, au-delà, nous sommes, on est tous d'accord qu'il faut des enquêtes poussées. Oui. Il faut un procès équitable. Il faut un procès qui définit les responsabilités des uns et des autres. Ouais. Certes, il peut y avoir des innocents dans les 18 qui ont été arrêtés la dernière fois, parce que il y en a qui ont reconnu, mais il y en a qui n'ont pas, qui se sont même pas prononcés. Il y en a qui n'ont pas accepté dire quelque chose, dire un mot. Il y en a même qui ont dit. Peut-être on va pas faire de particularité, mais pour le cas qu'il a évoqué, lorsque vous acceptez aller mettre en terre quelqu'un qui a été tué par balle, sans en tout cas prendre les dispositions pour s'assurer de ce qui s'est passé, il y a quelque chose qui va. Moi, je ne voulais pas aller dans les détails. Non, sérieusement, je ne voulais pas aller dans ce genre de détails et au risque d'aller au-devant même de la justice. Je pense qu'on laisse le temps. On va laisser le temps. Je pense que ça pose un problème. Et c'est ce que je disais, c'est le problème de la qualification des reproches qui seront faits par la justice à tel ou à tel individu. Oui. Et si en réalité on arrive à avoir une justice qui permette au droit ou à la défense, j'allais dire, qui permette les droits de la défense, et donc à la défense de faire son travail, donc l'avocat de M. Abrao Samer pourra nous dire... Moi, je pense pas qu'on ne doit pas individualiser le... On va suivre quand même l'évolution, si vous permettez. Non, parce que... On a un second sujet à aborder. Il y a l'autre là, il y a M. Fadel, par exemple, l'artiste chanteur. Qui n'a pas reconnu tous les faits. Je suis d'accord. Quand on lui a donné le micro, il a reconnu qu'il était dans un groupe WhatsApp et tout. Mais aujourd'hui, c'est la situation où on t'arrête même parce que tu es dans un groupe WhatsApp. Oui. Donc, il faut qu'on attende. Je vais surveiller les groupes WhatsApp auxquels j'appartiens. Désormais, non. C'est le lieu même de lancer un appel aux uns aux autres. C'est à chaque fois qu'on vous met dans un groupe WhatsApp, demandez les objectifs des groupes. Et sortez des groupes si vous ne voyez... Si c'est assez flou, sortez des groupes. Peut-être même aviser les autorités s'il y a un pourquoi pas, et surtout, moi, méfiez-vous des fake news, parce qu'aujourd'hui, ça part à la vitesse de la lumière, vous faites des choix et après vous vous retrouvez responsable de beaucoup de choses. Justement, aujourd'hui même, le fait de publier les choses n'importe comment, de relayer les informations, ce qu'on fait, comment on appelle ça? Il y a le thème que je cherchais là, mais ces choses-là aujourd'hui sont punissables. Mais ce que je voulais donnez-moi juste 30 secondes, c'est qu'il y a un point sur lequel il y a convergence entre vous et moi, c'est qu'il faut qu'on laisse la justice faire son travail, parce que justement, il n'y a eu qu'un seul aveu.
Oui. Les autres n'ont pas déclaré qu'ils étaient totalement, ou en tout cas de loin de près, impliqués dans cette affaire. Et moi, tout ce que je souhaite, au-delà des particularités, des partisaneries, c'est que la justice nous prouve qu'elle est du côté du citoyen. Si elle prouve qu'elle est du côté du citoyen, on l'acclamera. Si c'est encore le contraire, on écrira un énième rapport. Au second sujet, nous restons sur le Togo. On parle de la présidentielle de 2020, le corps électoral convoqué pour le 22 février. L'élection donc aura lieu à cette date. C'est ce que le gouvernement a annoncé en prenant un décret en ce sens. Le décret publié jeudi soir fixe la date du premier tour du scrutin présidentiel au 22 février 2020. Si aucun des candidats n'obtient la majorité à plus de 51%, donc un second tour aura lieu 15 jours après, je pense très bien. Les bureaux de vote vont s'ouvrir de 7h à 16h. Chaque candidat devra donc verser une caution de 20 millions de francs CFA et les candidats pourront bénéficier d'un financement public de la campagne à hauteur de 500 millions de francs CFA, dont 60% seront répartis entre les candidats retenus et les 40% restants pour ceux qui auront au moins 10% de suffrage. Vincent Améganvi, on est fixé. On est fixé. Nous, au nouvel engagement togolais, on était fixé depuis. On a été les tout premiers à déclarer notre candidature pour les élections présidentielles de 2020. On a été candidat pour les élections présidentielles de 2015, qui veut dire que on est habitué déjà maintenant. On est des vétérans, comme on dirait quelqu'un. Maintenant, plus sérieusement, je pense que les choses sont plus précises maintenant. On sait maintenant, le 22 février, à moins d'un retournement de dernière minute, on ira aux élections présidentielles en février, c'est le 22 février. Ça va être un dimanche, je pense. Généralement, on vote un dimanche au Togo. Maintenant, on ira aux élections, c'est clair. Aujourd'hui, avec les réformes que nous avons fait à l'Assemblée, on a deux tours des élections, ce qui fait que les élections sont un peu plus tôt, en février, et on fera le deuxième tour. Le deuxième tour, si on prend le 22, on ira entre le 5 et le 10 mars. Oui, le 5 et le 10 mars. Je suis pas sûr, un deuxième tour. Pourquoi c'est pas... Non, aujourd'hui... Il se peut que votre candidat gagne dès le premier tour aussi. Oui, pourquoi pas. On sera peut-être... on sera même président dès le premier tour. Mais je pense que, non, plus être plus réaliste, je pense que on est en train de travailler pour un second tour et pourquoi pas être président au second tour. Vincent, Philippe Plagbé. Non, moi j'ai l'impression qu'on est dans une marche forcée. Forcée? Oui, j'ai l'impression que ces élections s'organisent. Non, de toute façon, vous permettrez que je pose cette question vous avez en tenant compte de comment vous avez commencé les propos. Il y a 5 ans, on savait qu'on voterait en 2020. Donc, il n'y a rien d'étonnant qu'on vote en 2020. En réalité, on sait que le mandat du président finit le 2 mars, ou le 3 mars, je ne sais plus trop. Quand je dis marche forcée, ça ne veut pas dire que j'ignorais qu'il y aurait des échéances en 2020, donc des choses qui se préparaient depuis 2019. Bien sûr. Moi, je suis en train de dire qu'en réalité, les irrégularités qui étaient reprochées, que ce soit en 2015, en 2010 et en 2005, n'ont pas été corrigées. En tout cas, sur le fond. Et moi, je reviens encore sur... Quels sont des exemples? Non, moi je parle... On commencera par le problème sacro-saint du Togo, c'est la crédibilité du fichier électoral. Et je pense qu'il y a 3 semaines sur ce plateau, je tenais la même position et je vais continuer par le répéter. Nous avons une révision électorale récemment qui a duré d'abord, qui a été fixée sur 3 jours et après qu'on a prorogé d'une journée. Nous, on a été sur le terrain et ce qu'on a constaté, c'est que comme je vous le dis, il y avait la lenteur et le dysfonctionnement des machines et de la logistique. 2, il y avait une très faible affluence. Même si sur les 2 derniers jours, il y a eu un certain rattrapage, des gens n'ont pas pu s'inscrire, mais on a constaté que les citoyens n'étaient pas venus en fait participer à cette révision. Et actuellement, on a en fait tous les textes internationaux qui parlent d'élections démocratiques, libres et apaisées, y compris la déclaration de Bamako, qui ont été signés par les chefs d'État qui ont le français en partage, disent que les élections doivent faire l'objet d'un consensus entre acteurs politiques. Je sais que M. Vincent Améganvi et sa formation politique sont, j'emploie une expression, vous me pardonnerez si elle n'est pas la bonne, sont quand même à l'aise avec le processus. Pourquoi? Non, nous avons beaucoup... Non, vous avez beaucoup à redire. Nous avons beaucoup... Je vais peut-être revenir là-dessus tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses... Je change mon expression, mais en réalité, vous avancez quand même. C'est-à-dire, quels que soient les cas... Non, c'est pas quel que soit les cas.
cas, je vais cesser de vous indexer alors. Voilà, parce que De toute façon, on a c'est- déjà 12 candidats déclarés. Oui, Être candidat déclaré ne veut pas dire Tout le que... monde ne se veut pas met sur dire- le starting block. C'était Voilà. mais moi alors je m'interroge parce que Je vais revenir un même peu. si vous êtes candidat déclaré, ce n'est pas bien sûr quand même un doigt que je pointe sur vous. Même si vous êtes candidat déclaré et que les irrégularités s'enchaînent l'une après l'autre, c'est qu'aujourd'hui on n'a aucune garantie de la crédibilité de notre fichier électoral parce qu'on a une révision qui s'est faite pas dans les bonnes conditions. Moi j'ai écouté Monsieur Romao qui est vice-président de la CENI sur radio Nana FM, je crois. Il a parlé et il n'a donné aucun élément factuel. Il a simplement dit, vous imaginez bien que si on va acheter de nouvelles machines et qu'on déploie tellement de ressources humaines et financières, c'est pas pour mettre des bâtons dans les roues. Moi, je veux en fait avoir des éléments factuels. Je veux des éléments de terrain et d'autres choses. Et comme je le dis, les acteurs sociopolitiques des plus influents de ce pays, Monsieur Jean-Pierre Fabre, Monsieur Agbeomé, qui est justement membre du groupe parlementaire que vous constituez avec le NET, le MPDD et compagnie. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dans un groupe parlementaire. Il était allé au Parlement. Il est député du MPDD. Tout simplement. En réalité, président du groupe, des gens... président de la commission de défense de l'Assemblée. D'accord. Malheureusement, il y a ces leaders influents qui demandent un certain nombre de choses, au-delà de la crédibilité du fichier électoral. Mais qui se maintiennent quand même. Oui, bien sûr. Vous savez ce qui est paradoxal? Non, je vais peut-être revenir dessus. Ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une CENI politique. Ouais. La CENI est chargée d'organiser les élections. Oui. Nous avons un membre à la CENI. Oui. M. Agbeomé a un membre à la CENI. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que la CENI ne fait pas son travail. C'est revient à dire que nous ne faisons pas notre travail parce que nous avons un membre à la CENI. Donc ce qu'on peut dire, c'est de relever les insuffisances. On a un code électoral qui est parfait. Bon, pas parfait, mais on a un très bon code électoral, mais on n'applique pas ce code électoral. Oh, moi, je le trouve laconique. Hein. Non, bon, peut-être il y a des choses à redire, mais il y a des éléments fondamentaux. Il y a des éléments fondamentaux qui sont dans ce code-là que si on applique, il y a beaucoup de choses il y a des contestations qu'on pourra éviter. Et un exemple, on l'a dit, nous on l'a dit au ministre la dernière fois, le fichier électoral dont on parle, qui est l'objet dans le code électoral, doit être mis à la disposition des candidats. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. C'est ça qui suscite même les réactions par rapport au fichier. En 2018, on a fait un nouveau fichier. C'est pas les anciens. On a fait un recensement électoral. Donc, on est allé sur un nouveau fichier. C'est vrai qu'il y a eu un boycott. Il y a eu un boycott, ce qui fait que le fichier n'est pas vraiment étoffé. Mais c'est un nouveau fichier électoral. Il y a eu une révision en 2019. Il y a eu une révision, donc deux révisions. Hein. Il y a en mai. Et il y a eu deux révisions. Ce qui fait qu'on ne peut pas parler du même problème avant 2018 qu'aujourd'hui. Pourquoi on revient sur ce sujet? C'est que le fichier n'est pas mis à la disposition des candidats ou bien à la disposition des partis politiques pour pouvoir regarder ou bien jeter un coup d'œil réel sur la chose. Pourquoi? Quand on a posé la question au ministre, il dit aujourd'hui le fichier est trop sensible. Il ne nous a pas convaincus, mais je donne la réponse qu'il a donnée. Le fichier est trop sensible parce qu'il y a des éléments qui identifient même la personne. Il y a les empreintes, vous avez les noms, l'usage que les gens peuvent en faire. C'est ça qui préoccupe le ministre. Pourquoi on ne la confie pas à une institution internationale? Parce que moi, je vais peut-être aborder quelque chose que nous avons demandé, c'est une CENI technique. Avec une CENI technique, vous n'avez pas ce genre de... Comme au Ghana, si vous n'avez pas ce genre d'appellation, le fichier, il est clair, la CENI technique a un fichier, vous n'avez pas peur de confier ce fichier à quelqu'un pour l'usage qu'il va en faire. C'est ça qui préoccupe aujourd'hui. Je vais rester peut-être sur la question du fichier. On n'a plus beaucoup de temps, mais est-ce que ce n'est pas un faux débat laissez-moi filer la question. Quand on maintient cette question de fichier, parce que à chaque élection, ce sont les gens qui ont leur nom qui vont voter. Oui, attendez, en 2015, c'est-à-dire que Samuel, vous êtes dans ce pays, quoi. Donc, je vais peut-être vous rafraîchir la mémoire. En 2015, l'OIF vient faire une analyse de notre fichier, déclare en réalité qu'il est corrompu. Mais nous, on est allé, tout le monde s'est dit, on a un fichier comme ça, on est parti aux élections avec ce fichier. En 2018, oui.
on banalise trop le boycott de l'opposition. Parce qu'il n'y a pas que ce boycott. Il y a les plus grandes formations politiques qui ont fait bouger le Togo. On parle de l'ANC, on parle de la C14, on parle du CDP et compagnie. On parle également des formations religieuses, que ce soit les catholiques ou les musulmans qui ont dit il ne faut pas y aller. Donc les citoyens ne sortent pas. On dit en fait on a dépensé trop d'argent, on va faire des révisions. On fait la première révision, il y a des dysfonctionnements qui ne permettent pas aux gens de s'inscrire, pas de forte mobilisation. On n'est pas inquiet. On fait une autre mobilisation, on fait une autre révision, même problème qui se pose. Et là où, excusez-moi Vincent, moi je m'inquiète, c'est parce que vous constatez que le fichier qui porte les noms et les informations des gens qui sont supposés vous donner leur voix n'est pas sûr. Mais vous y allez quand même. Excusez-moi du peu, hein. Attendez, nous on avait appelé les gens à aller se faire recenser. À comprendre cette fixation sur le fichier parce que je dis... Ah non, parce que... Attendez, c'est-à-dire, si j'ai mon nom sur le fichier, c'est moi qui viens voter. Oui, je suis d'accord. Il est où le problème avec le fichier? Qu'est-ce qui vous prouve qu'il n'y a pas de doublon sur ce fichier? Qu'est-ce qui vous prouve? Admettons qu'il y a un Samuel Niaoui inscrit à Takpamé. Oui. Il ira voter, lui? Non, mais en réalité, j'ai ma photo sur la carte d'électeur. Mais Samuel, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous exprimer comme si les fraudes électorales... Je pose la question. Oui. Ici, je suis complètement dans mon rôle de journaliste. J'ai le droit d'être naïf. Écoutez, je suis d'accord avec le fait que vous soyez dans votre rôle. Laissez-moi également être dans mon rôle. Oui, mais bon, je veux que ce soit très clair. Pour revenir à ça, on ne peut pas nier qu'il y ait des fraudes électorales. Il y a des fraudes. Mais moi, le débat s'est centré sur le fichier. C'est pour ça que je pose la question. On a vu dans ce pays pour les élections, moi j'ai participé aux élections, on a vu des gens avec des bulletins de vote. Oui, mais ça c'est pas une question de fichier. Oui, mais quelqu'un qui va... Oui, bon, c'est vrai que ça, c'est pas une question de fichier. C'est vrai que la règle du fichier est un débat. En même temps, sur ce coup-là, vous n'oubliez pas que tous les partis politiques ont leurs représentants dans les bureaux de vote. Oui, c'est ce que je dis. Ça remet en cause même les personnes qui nous mettons même dans les bureaux de vote. Je n'ai pas fait une fixation sur le fichier. J'ai commencé par parler des problèmes et je parle toujours du problème central du fichier. Parce qu'en réalité, dans toute démocratie, c'est le droit du citoyen à voter. Et ça commence par l'inscription sur un fichier électoral. C'est pourquoi c'est avec ce problème central que je commence. Et en réalité, quand on a 2 millions de personnes qui se sont inscrites dans la réalité et un fichier de 4 millions, parce que c'est ce qu'on nous a dit. En 2018, on nous a dit pour les élections législatives qu'on avait une population de quoi? 7-8 millions. On a toutes ces formations politiques et ces organisations de la société civile qui boycottent. On nous dit que 3,8 millions de gens se sont inscrits, si j'ai le bon chiffre. Donc vous ne doutez pas. Excusez-moi. Les gens disent qu'ils ne vont pas, que d'autres ne sont pas allés chercher les cartes. Mais on a vu, on était sur le terrain, on a vu les gens qui sont sortis. Et c'est quoi, il n'y avait pas une révision. Excusez-moi, le boycott a été suivi peut-être à Lomé. Oh, excusez-moi. Moi, en réalité, le pire qui pourrait nous arriver actuellement, c'est de faire un débat sur la justesse de qui et sur le fait. On va pas revenir. Non, c'est quand. 30 secondes. Moi, je pense que. Moi, je pense pas parti. Il faut que je rende l'antenne parce que vous regardez. J'ai l'horloge devant moi. Et malheureusement, le temps est... Oui, merci beaucoup. Au-delà, nous dénonçons tous les conditions. L'honorable Vincent Améganvi, député du Nouvel Engagement Togolais, on aura peut-être d'autres occasions de revenir sur ce débat puisqu'on est déjà en plein dans le processus électoral avec la date qui a été fixée. Merci à vous tous d'avoir suivi Le Monde en 7. Merci Samuel, merci à tous les